Bonsoir à tous et bienvenue sur Noah pour ce nouveau numéro de Disputandum, votre débat citoyen. Alors depuis son émergence sur les réseaux sociaux, le mouvement des Gilets jaunes cristallise justement le débat public. S'il suggère l'articulation délicate entre transition écologique et égalité sociale, il met aussi en lumière les questions de la mobilité et l'aménagement du territoire également. Alors quelle suite donner au mouvement suite aux déclarations de notre président Emmanuel Macron? Au-delà de ces annonces, comment résoudre la fracture territoriale? Faut-il opposer social et écologie, fin du mois et fin du monde? Alors on va tenter de donner quelques éléments de réponse à toutes ces questions avec en plateau plusieurs invités ce soir. Bonsoir à tous. Thierry Musette, vous êtes maire de Sainte-Anne-Saint-Priest, petite commune rurale de la Haute-Vienne. Bonsoir. Bonsoir. Valérie Bathias, bonsoir. Bonsoir. On le voit, vous êtes gilet jaune. Vous êtes administratrice du collectif 87 Colère. Oui. Merci d'être parmi nous. Jean-Louis Pagès, élu régional Europe Écologie Les Verts. Merci d'être là également. Yvon Pasquet, vous aussi, gilet jaune, vous êtes retraité de la police municipale. Donc vous êtes en Haute-Vienne, vous habitez d'ailleurs à Bessines. Merci d'être parmi nous. Bonsoir, Pascal Coste. Bonsoir, vous êtes le président du conseil départemental de la Corrèze. Ils nous rejoindront aussi en cours d'émission deux autres invités, Jean Mouzat qui est maire de Chantex, petite commune rurale de la Corrèze, et Julie Floréani, une Limougeaute qui vit selon les principes de la sobriété heureuse. Ce sera pour terminer sur une petite note écolo. Alors cette émission, c'est un débat citoyen, je vous le disais. Vous pouvez y prendre part via les réseaux sociaux, sur les pages Facebook de France 3 Limousin, France 3 Aquitaine et France 3 Poitou-Charentes, ou encore sur le Twitter avec le hashtag Noah. Je me tourne vers nos gilets jaunes pour démarrer cette émission. Honneur aux femmes. Valérie Bathias, très succinctement, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre engagement? Pourquoi vous êtes engagée dans ce mouvement des gilets jaunes? Déjà, le groupe 87 Colère a été créé il y a un an et les revendications qu'on retrouve aujourd'hui sont les mêmes qui posent problème aujourd'hui. Donc voilà, donc on est gilets jaunes et voilà pourquoi notre engagement. Yvon Pasquet, pourquoi vous êtes engagé? Pourquoi je me suis engagé? Parce que c'est M. Macron qui m'a engagé. Donc, compte tenu de cette politique désastreuse, écoutez, j'ai pris le maillot jaune et puis je défends mon porte-monnaie, celui de mes enfants, celui de mes petits-enfants et la nature en même temps. Est-ce que vous faites partie des Français, des près de 9 millions de Français d'ailleurs, qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois, l'un et l'autre? Non, j'ai cette chance-là d'être à la retraite et avoir 1 200 euros de retraite par mois, ce qui n'est pas la panacée. Mais il y a beaucoup plus malheureux et je suis là pour défendre aussi cette situation de malheureux qui malheureusement, eux, ne peuvent pas se manifester d'une part par l'incompétence peut-être ou pas le savoir-faire. Donc on est là pour ça et pour les représenter, nous les maillots jaunes. Alors on va revenir bien sûr pendant toute cette émission sur vos revendications, sur différentes problématiques que j'ai évoquées en début d'émission. Alors avant-hier soir, le président Macron a fait une allocution avec un certain nombre de propositions. On va voir les réactions assez contrastées de gilets jaunes recueillies hier mardi en Aquitaine. Reportage de Jean-François Géat et Philippe Turpot. Regardez. Irréductibles gilets jaunes. Malgré la chute des températures, ils sont encore une quinzaine à occuper le rond-point de Langon, bien décidés à maintenir le siège au lendemain du discours d'Emmanuel Macron. Il n'a pas compris que mettre 100 euros de plus au SMIC pour les smicards, ça va aller très bien. Ceux qui sont en dessous, hélas, ils n'auront toujours rien. Et quand on voit les retraités, qu'il y en a qui ont 300-400 euros, ceux-là, ils n'auront toujours rien non plus. Selon une enquête au Doxa pour France Info, 54% des Français estiment que les gilets jaunes doivent poursuivre, en net recul par rapport au sondage précédent. Et sur les ronds-points aussi, la question fait débat. Il y a des contents, il y a des mécontents, ça se comprend. Mais maintenant, je suis le mouvement et on va voir ce que ça va donner. En espérant que ça se calme parce que là, il y a trop de choses qui arrivent et ça ne me plaît pas parce que ça ressemble un peu à 68 et il faut savoir dire stop à un certain moment. Le mouvement va crescendo et ses propositions vont crescendo aussi. Donc si on arrête maintenant, on n'obtient rien, on s'est battu pour rien. Il faut continuer. Continuer. Pour l'instant, sur ce rond-point de Mont-de-Marsan, les gilets jaunes ont bien l'intention d'y passer le réveillon. Alors avant de parler des mesures proposées par le président, de parler du fond de ces mesures avec vous tous autour de la table, on voit donc déjà qu'il y a une scission parmi les gilets jaunes. Alors il y a ceux qui veulent continuer les blocages, ceux qui veulent plutôt rentrer dans une démarche de dialogue. Illustration de cette scission, et on va en voir des images. Hier soir, un collectif baptisé Citoyen 87
a organisé dans un restaurant une réunion avec des élus, réunion qui s'est terminée en bagarre dans la rue. Alors certains, ceux qui venaient interrompre la réunion, ont critiqué finalement la tenue d'une telle réunion. Ça pose la question du problème de la représentativité des Gilets jaunes. C'est un mouvement que l'on sait maintenant extrêmement protéiforme, avec des modes d'action parfois très, très différents. Valérie Batias, votre réaction par rapport à ce qui s'est passé hier, puisqu'on est en Haute-Vienne? Alors, ce qui s'est passé, je ne cautionne absolument pas ce qui s'est passé, mais je pense ce qui est arrivé devait arriver. Il y a un grand manque de communication. Je pense qu'on est plusieurs à être motivés. Il y a un manque d'information. Je ne vais pas rentrer en guerre, c'est pas le but, on est là pour discuter. Voilà, je tenais à dire qu'en 87 colère ne cautionne pas la bagarre, ça donne vraiment une mauvaise image du gilet jaune. Mais il faut comprendre qu'à côté, il y a un manque de discussion. Par exemple, ces réunions-là, bon d'accord, vous les faites, il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'il faudrait peut-être discuter. Il y a plusieurs réunions où, moi je vais parler en tant que 87 colère, on n'a pas été invité, on n'est pas d'accord. Peu importe, on n'est pas là pour la gloire, moi je veux pas la gloire, mais je pense qu'il y a un réel manque de communication et qu'il fallait que ça arrive là. Je ne cautionne pas du tout, je suis contre. Yvon, vous faites partie du collectif qui a organisé la réunion? Moi je n'étais pas à cette réunion, parce que dans le collectif j'avais voté contre, j'étais pas pour. La base réelle des Gilets jaunes, c'était apolitique, asyndicat, donc je n'ai pas partagé du tout cette façon de faire. Ça aurait pu se faire dans d'autres situations si les autres Gilets jaunes avaient été consultés, et ça aurait été constructif. C'était trop tôt pour faire cette réunion-là. Je suis heureuse de vous l'entendre dire, vraiment. Mais voilà, après, moi j'étais une minorité par rapport à la majorité. Bon, ils ont voulu faire la réunion, ils l'ont faite. Je ne cautionne pas du tout, des deux côtés d'ailleurs, l'agression comme la façon de faire cette réunion, je ne cautionne ni l'une ni l'autre. Alors en tout cas, on voit qu'il y a effectivement une scission, parfois que c'est compliqué dans ce mouvement des Gilets jaunes. Un dernier sondage nous fait part que 54% des Français se sont prononcés pour un arrêt du mouvement depuis les annonces d'Emmanuel Macron. Alors est-ce que vous souhaitez un acte 5 pour samedi prochain, malgré les propositions qui ont été faites par Emmanuel Macron, malgré aussi les divisions qui ont lieu dans le mouvement? Évidemment, on ne va pas lâcher, parce qu'en fait, les propos que M. Macron a tenus, c'est du vent. Ça a été 13 minutes qui ne servaient à rien, parce qu'on va reprendre par exemple cette histoire de 100 €. 100 € déjà, ça correspond... 100 € pour ceux qui sont au SMIC. Voilà, prime d'activité, mais même si on les touche net, 100 € quand on multiplie par 12, à la fin, en déclaration d'impôt, on va passer sur une tranche au-dessus. Donc si on va faire une déclaration d'impôt, on va être imposable, donc va s'arrêter les aides et tout. C'est de l'enfumage, excusez-moi du terme, c'est de l'enfumage total, quoi. Il prend d'un côté pour redonner de l'autre, il croit qu'on va y croire. Donc non, en plus c'est un manque de respect de sa part. Le peuple est quand même en guerre, est en colère après lui. Certes, il a des droits, mais il a des devoirs aussi de s'adresser à ses citoyens. Il n'est pas là, il nous prend de haut, il a parlé 13 minutes, excusez-moi, sa photo me... il a parlé 13 minutes, ouais, c'est psychologique là, ça me donne de l'urticaire. Ce monsieur-là, il veut pas venir à nous, on lui a donné la chance. S'il veut pas venir à nous, on viendra à lui, mais on lâchera pas. Si on lâche maintenant, c'est foutu. Pascal Coste, j'ai envie de vous faire réagir aussi. Quel regard vous portez d'ailleurs sur ce mouvement des Gilets jaunes, et est-ce qu'aujourd'hui il faut arrêter de bloquer notamment? Alors il y a plusieurs choses. Le regard qu'on porte sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement de fond. Je pense que notre démocratie est en difficulté déjà depuis un certain nombre d'années, c'est pas que d'aujourd'hui. La posture du président Macron, effectivement, a cristallisé beaucoup de choses. Au départ, ça nous a fait un peu sourire tous de voir la fin des partis, de pouvoir voir des fois un peu plus transcourant, une nouvelle façon de faire de l'opposition. C'était peut-être assez sympa. Et puis, très vite, il s'est pris à l'ensemble des corps intermédiaires, que ce soit les syndicats professionnels, patronaux, comme les syndicats salariés. On voit qu'à un moment, lorsqu'il y a une main tendue possible sur le conflit de la SNCF, c'est le gouvernement lui-même qui retend les débats. Puis ensuite, il se permet de renvoyer au pelote l'ensemble des élus. Et donc, en fait, c'est normal qu'aujourd'hui, il soit face au peuple. Il a voulu la démocratie directe sur 15 mois d'exercice. Donc... on est dans cette situation-là, avec les contradictions du peuple. En même temps, il a fait un certain nombre effectivement de propositions assez concrètes pour répondre dans le court terme aux demandes des Gilets jaunes. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas que le mouvement peut-être évolue? Moi, je pense que les Gilets jaunes peuvent être fiers
du travail qu'ils ont fait. Jamais personne n'est arrivé à bloquer Paris. Tout le monde a essayé. Il n'y a pas un mouvement qui n'a pas essayé à un moment de bloquer Paris. Eh bien, les Gilets jaunes, ils sont arrivés. Avec les violences qu'on cautionne pas, mais et qui ne sont pas de leur fait direct. Il faut qu'on soit très clair sur le sujet. Mais ils y sont arrivés. Avec aujourd'hui des grosses difficultés sur le plan économique. Et ce sont les mêmes qui portent le gilet jaune par procuration qui aujourd'hui peuvent souffrir de la situation. Donc je pense qu'il faut capitaliser et prendre sur les annonces qui sont faites, parce qu'il y a des annonces quand même, c'est 12 milliards, donc on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main. Donc soit c'est les classes moyennes qui payeront demain, ou très rapidement, soit ce seront nos enfants, parce qu'on recrée de la dette publique. Donc ce n'est quand même pas rien. Il faut rester vigilant, revenir autour de la table des négociations avec des propositions construites, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On vient de voir les divergences entre les uns et les autres. Et se dire, le gilet jaune, on est prêt à le reprendre en 3 mois, parce que, de toute façon, les braises sont là aujourd'hui. Donc, on peut suspendre le gilet jaune pendant 3 mois, et il y aura largement les opportunités, si les uns les autres n'ont pas compris que notre démocratie était en danger, pour pouvoir remettre rapidement le gilet jaune. Jean-Louis Pagès, une réaction par rapport aux mesures annoncées par le président. Est-ce qu'elles vous semblent suffisantes ? J'aurais d'abord une réaction sur les événements d'hier soir, et qui montre un peu le décalage qu'il y a entre le monde politique et les gilets jaunes. C'est-à-dire que nous aussi, les écologistes, on a été invités à venir, mais on connaît assez de gilets jaunes pour avoir compris tout de suite que c'était pas un truc où il fallait aller, parce qu'il n'y avait aucune représentativité des instances qui invitaient, parce qu'il y avait un débat qui était tellement fort entre les différents gilets jaunes de Limoges que ça allait mal tourner. Ça allait mettre de l'huile sur le feu, vous l'aviez senti ? Oui, on était sûr. Donc du coup, et je pense que n'importe quel parti qui sera un peu en prise avec les gilets jaunes, il l'aurait compris, il ne fallait pas y aller. Exactement. Mais malheureusement, ils sont tous pointés. Ça, c'est le premier point. Moi, le deuxième point, j'ai pas de conseil à donner aux gilets jaunes. Et j'espère qu'une chose, c'est que vous ne soyez récupérés par jamais aucun parti. Mais jamais, ça c'est sûr. Parce que la force que vous avez eue, qui est extraordinaire, qu'aucun parti n'a eu, qui soit d'opposition, c'est d'arriver à faire plier un gouvernement qui a le pouvoir absolu à l'Assemblée, qui a toutes les forces conservatrices au Sénat pour l'appuyer, et qui a tous les patrons des médias qui travaillent pour lui. Donc vous avez réussi à faire un truc, je trouve, extraordinaire. Et rien que déjà, je pense déjà, votre gilet jaune, vous pouvez l'encadrer, effectivement. Bon, ça, c'est le premier point. C'est pas fini, M. Pagès. Il y a autre chose que je peux vous dire, c'est que c'est pas fini, justement. Pourquoi c'est pas fini ? Parce que cette crise, c'est la première grande crise écologiste qu'on rencontre. Parce qu'en fait, le problème social que vous avez, c'est un problème écologique. C'est les deux. Parce qu'en fait, depuis le temps qu'on va chercher du pétrole et depuis de l'essence, des énergies fossiles, on arrive à un point où, on a tout envoyé dans l'atmosphère, ce qui fait que ça se réchauffe, mais deuxièmement, on a tellement pompé que les coûts d'extraction sont de plus en plus élevés. Donc, de façon automatique, indépendamment des taxes ou autres, le prix de l'énergie va augmenter. Donc, et c'est les plus fragiles, ceux qui sont dans une espèce de désert, dans cette diagonale du fou dont on parle, de territoires qui ont été déménagés. On pourra en parler pourquoi ils ont été déménagés et qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a un traitement de fond, en fait. Et le problème, c'est il faut réparer, on est sur un bateau, il faut le réparer alors qu'on est déjà en pleine mer et qu'il y a déjà des voies d'eau. Et donc, ce que je veux dire simplement, c'est que ce problème social et ce problème écologique, ce sont les deux facettes du même problème. Et soit dit en passant, on va voir qu'avec le dérèglement climatique, c'est une fois de plus les pays les plus pauvres qui vont souffrir en premier. Et dans les pays riches, c'est les populations les plus fragiles, bien sûr, qui vont souffrir en premier. Alors comment allier social et écologie ? On y reviendra bien sûr dans cette émission, évidemment. Guérir l'écologie, c'est guérir le social. Thierry Musette, dans son allocution, Emmanuel Macron a aussi dit sa volonté de rencontrer les maires et que les maires ouvrent leurs portes. Vous en êtes content ? Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez déjà ? Est-ce que vous faites partie des maires qui avaient ouvert les portes de votre mairie samedi dernier ? Je vais vous expliquer déjà en premier. Je suis très à l'aise d'être ici aujourd'hui parce que je fais partie de ceux qui soutiennent les Gilets jaunes depuis le début. Autour de moi, dans ma mairie, plusieurs habitants ont participé directement à ce mouvement. Et je tiens justement à féliciter ceux qui, aujourd'hui, ont réussi à mettre le peuple dans la rue. Parce que c'est ça, aujourd'hui. Et on ne répondra d'expérience qui me fait parler comme ça.
on ne répondra aux revendications que si vraiment les gens se bougent, si les gens revendiquent. C'est jamais tombé tout seul. En même temps, on sent une grande défiance des gens avec les élus, peut-être un peu moins quand même avec les élus de proximité, comme vous. Vous êtes maire d'une petite Justement, commune. j'ai pas terminé. On a entendu dans le discours d'Emmanuel Macron, d'abord, pour moi, il n'a pas répondu du tout aux revendications des Gilets jaunes, qui sont, on peut dire que c'est des revendications des Gilets jaunes, mais c'est les revendications de la majeure partie du peuple. C'est le peuple. Du bas, je veux dire, c'est ça. Et il n'a pas répondu. Et deuxièmement, en fait, moi, j'étais pas à ma mairie pour accueillir la porte ouverte qu'avait demandé M. Berberian, le président des maires ruraux de France, mais j'étais dans une autre action pour défendre une ligne dont je reparlerai tout à l'heure, la ligne Limoges-Ussel. Et donc, je ne pouvais pas ouvrir ma mairie. Mais vous savez, je n'ai pas besoin d'ouvrir ma mairie pour savoir ce qui se passe au niveau des gens. Parce que le maire d'une petite commune rurale, comme je suis, reçoit les doléances des habitants tous les jours. C'est tous les jours qu'on est au fait des difficultés des gens. Les habitants viennent nous voir pour trouver un logement pour leur fils, pour trouver un travail pour leur fille, pour avoir une EHPAD pour la grand-mère, pour avoir une place en crèche pour les enfants s'il y en a ou pas. Donc on est confronté tous les jours à ces difficultés que rencontrent aujourd'hui les gens. Alors vous l'avez évoqué, hein, la problématique des lignes TER notamment. Vous défendez la ligne TER Limoges-Ussel. On va regarder tout de suite un reportage qui va nous parler de la ligne Angoulême-Limoges. Voilà, les transports au cœur de la fracture territoriale. Le rapport Spinetta sur l'avenir du rail préconise le démantèlement des lignes secondaires. Voilà. Donc le TER Limoges-Angoulême ne peut plus rouler en Charente. Le trajet est donc devenu beaucoup plus long. Passagers, élus, cheminots se désolent de cette situation et de la dégradation d'une façon générale des lignes en Nouvelle-Aquitaine. Regardez ce reportage de Thomas Milon et Jean-Marie Arnal. Sur le panneau d'affichage de la gare de Limoges, plus de train direct pour Angoulême, à 120 km de là. Les passagers prennent place dans un premier TER et ne doivent pas être pressés. Le trajet est un peu plus long maintenant parce qu'avant ça faisait à peu près 1h30, maintenant on est à 2h30 d'Angoulême. Ça devient chiant pour se déplacer. Le train parcourt la Haute-Vienne jusqu'à Saillat ou Saint-Junien comme cette fois-ci. Fin de parcours sur les rails, un car prend le relais. Depuis le mois de mars, le train ne peut plus rouler en Charente. En cause, des voies trop abîmées et une sécurité plus assurée. À Saint-Junien, les 4 allers-retours vers Angoulême rendent service à la population. C'est une ligne qui est extrêmement importante, mais je dirais même pour Limoges. C'est la ligne qui nous relie à Angoulême, où déjà il y a la LGV qui arrive. Et puis c'est aussi l'axe qui nous relie à Bordeaux. Donc on a voulu des grandes capitales régionales et on est finalement en train de réduire les infrastructures qui nous permettent de manière, on va dire, respectueuse de l'environnement, d'aller vers la capitale régionale. C'est quand même une politique qui est un peu incompréhensible. La SNCF a estimé que les travaux de réfection des voies pourraient coûter jusqu'à 150 millions d'euros, étalés sur 30 ans, mais dit ne pas pouvoir les financer seul. Pour la CGT cheminot, la gestion du dossier est symptomatique du réseau national. La SNCF s'est contentée de faire de la maintenance, une maintenance qui s'est dégradée au cours des années avec en plus la dégradation du réseau. Et du coup, on se retrouve avec un réseau mais qui arrive au bout du bout. Pour allier directement Angoulême, la SNCF propose aussi un car. 3 heures de trajet, 2 fois plus de temps qu'en voiture. Ce jour-là, une dizaine de passagers courageux ont pris un ticket. Il faut bien qu'il y ait quelque chose pour nous véhiculer, parce que sinon, autrement, on n'a plus rien. Hein. On est mal desservis, il faut dire. C'est un choix personnel vis-à-vis du covoiturage, mais oui, du coup, je continue à prendre le bus. Je trouve que c'est mieux. La région Nouvelle-Aquitaine, en charge des TER, attend un geste de l'État et de la SNCF pour relancer la ligne. Ça veut dire simplement que s'il n'y a pas, dans les mois qui viennent, notamment au moment de l'examen de la loi sur la mobilité, des financements qui soient accrus sur ces fameuses petites lignes, en Nouvelle-Aquitaine, ils fermeront, c'est pas nous, ils fermeront des lignes. Aujourd'hui, nous refusons de les fermer. En 2017, près de 80 000 voyageurs empruntaient encore la ligne Limoges-Angoulême. Ils étaient 2 fois plus il y a 10 ans.
Je vous rappelle à tous que vous pouvez participer à ce débat via les réseaux sociaux, les pages Facebook de France 3 Limousin, France 3 Aquitaine, France 3 Poitou-Charentes ou encore sur Twitter avec le hashtag Noah. N'hésitez pas à poser vos questions. Thierry Musette, est-ce que vous avez une réaction suite à ce reportage? Vous vous battez vous-même, élu, pour le maintien de nos petites lignes sur le territoire? Oui, je vais vous expliquer parce qu'il y a un réel problème aujourd'hui en France et notamment dans nos zones rurales. Au tout début, le rapport Spinetta, il expliquait qu'il fallait en gros qu'on supprime les lignes qui n'étaient pas rentables. Parce que c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui. Même y compris sur du transport public. Si c'est pas rentable, il faut qu'on supprime. Et donc, ce rapport-là supprimait des lignes qui jugeaient pas rentables financièrement. Sauf qu'on a mis, sur la ligne Limoges-Ussel, on a mis 200 millions sur les rails, 200 millions d'euros, où on a refait ces rails-là, qui peuvent aujourd'hui, je l'annonce, supporter un TGV, donc la ligne elle est bonne, mais maintenant on nous annonce qu'il y en a encore autant à dépenser pour mettre la signalisation à jour. Donc on a l'impression que tout est organisé pour dire, vous voyez, ça fait beaucoup trop d'argent à investir là-dedans, mais moi je pense que il y en a marre de supprimer dans nos territoires ruraux tous ces services publics un par un. Je vais vous expliquer. Avant de venir, j'ai pris rendez-vous chez un médecin. J'ai un rendez-vous le 1er février. C'est-à-dire mon médecin à côté, à Châteauneuf-la-Forêt. Il n'y a plus qu'un seul médecin qui exerce et il donne des rendez-vous dans 2 mois. C'est pas normal. C'est le vrai enjeu finalement qui est soulevé par ce mouvement des Gilets jaunes. Voilà, c'est quoi? C'est l'aménagement du territoire, c'est la désertification des campagnes, c'est la disparition des services. C'est ça. Alors là, je parle du médecin, mais je parle aussi, on peut parler de la Poste. Maintenant, on demande aux mairies d'avoir des agences postales dans les locaux de la mairie. Les trésoreries. Les trésoreries publiques. On va supprimer la trésorerie de Châteauneuf-la-Forêt. Celle d'Ambazac également. Celle d'Ambazac, il y en a d'autres. Bon, voilà, mais on a l'impression qu'on veut déshabiller vraiment ces territoires ruraux, alors que c'est d'une vitalité, c'est d'une importance dans nos... Alors, avant de vous faire réagir tous les deux, je voudrais quand même me tourner vers... Excusez-moi, Thierry. Je voulais juste dire, comme là, ça tombe bien, on a un élu régional qui s'occupe des transports. Donc là, je m'adresse directement à lui. Est-ce que vraiment, il y a une volonté déterminée au niveau de la région de conserver ces lignes, et notamment la ligne Limoges-Ussel? Jean-Louis Pagès. Je vous dis absolument. En fait, il y a un énorme effort qui est en train d'être fait, mais il faut savoir une chose, c'est que la SNCF, systématiquement, s'est désengagée des lignes du transport du quotidien au profit de la LGV. Et en fait, c'est un problème d'aménagement du territoire, il est double. Première chose, effectivement, la SNCF n'a plus investi sur ces lignes, et elle espère que c'est la région qui va, je crois qu'il va mettre 1,2 milliard sur les lignes pour les mettre à niveau, mais la SNCF a des choses à faire également. Mais deuxièmement, il faut comprendre une chose, c'est que quand j'entends le train n'est pas compétitif, c'est simplement parce qu'on fait payer au train ce qu'on ne fait pas payer aux autres modes de transport. On parlait justement, ça, on va revenir aux Gilets jaunes. La taxation de l'essence, elle est inique parce qu'on ne taxe pas, par exemple, le kérosène. Donc, en fait, on subventionne artificiellement le transport aérien via des aéroports absolument inutiles, mais qui font plaisir aux élus. Je pense que les aéroports de proximité, on pourrait peut-être se passer. On aide des compagnies low cost. Et donc, finalement, artificiellement, on aide des modes de transport très polluants. Et je dirais pas, même du camion. Ce sont les camions qui abîment les routes. Vous voyez d'ailleurs très simplement, lorsque vous allez sur une, vous voyez que c'est la voie de droite qui est toujours abîmée. Pourquoi? Parce que c'est celle que prennent les camions qui ne paient pas l'entretien, puisque c'est le collectif qui le paye. Donc, en fait... Pourquoi est-ce que la SNCF elle est déficitaire? Pas seulement qu'elle se prend tous les coûts, mais les autres qui sont beaucoup plus chers et beaucoup plus polluants, en fait, ils ne payent pas l'addition. Donc ils disent sur les rails. Mettons-les sur les rails. Alors il y a le ferroutage évidemment. On va peut-être parler des Gilets jaunes. Ils vont pasquer. Alors quand même, Jean-Louis Pagès a recontextualisé le débat. Oui. Tout est parti de la hausse des taxes du carburant. Finalement, c'était la genèse du mouvement. Voilà, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes se sont fait entendre par leurs revendications. J'espère que M. le Président s'en est bien inspiré. Et aujourd'hui, on est dans un tournant, les Gilets jaunes, de se fédérer déjà d'une part, pour être plus fort, pour être interlocuteur auprès du gouvernement. On va essayer de se fédérer au niveau des régions,
par département d'abord et au niveau des régions après, pour qu'on ait des représentants au niveau du gouvernement, pour pouvoir, parce que les politiques n'ont pas pu le faire depuis des années, mettre carte sur table des exigences que l'on demande à Monsieur le Président, à son gouvernement. À savoir, l'écologie en particulier, Monsieur le Président, il dit qu'il n'a jamais d'argent, etc. Nous, on a l'argent à lui faire rentrer. L'exemple que vous avez cité tout à l'heure, le kérosène. Il n'y a pas de raison que les automobilistes, avec leur voiture, payent des taxes pour la pollution et qu'en haut, les services aériens ne payent rien du tout. Déjà là, il y a de l'argent à faire. Ensuite, les poids lourds qui traversent notre pays, qui viennent d'Espagne, du Portugal pour aller en Allemagne, en Italie, etc., ils traversent notre pays avec du gasoil qu'ils ont pris chez eux parce qu'il est moins cher. Ils traversent notre pays, ils dégradent l'espace routier, ils nous polluent et ils payent 0 centime d'euro. Donc ici, moi je suis pour qu'on mette l'écotaxe. Mais en contrepartie, ce qu'on pourrait faire aussi, il en était souvent question, mais ça c'est les propositions concrètes qu'on va faire et on va attendre des réponses écrites et des engagements précis. Je tape sur la table, il ne faut pas. Vous allez vous faire gronder. Je disais qu'il serait bon de mettre le ferroutage, c'est-à-dire obliger les camions étrangers qui traversent notre pays à monter sur ces wagons, et leur donner, bien sûr, une contribution moindre que les écotaxes pour que ce soit plus attractif. Ferroutage qui est très absent en Nouvelle-Aquitaine. Il faut des gares pour ferrouter. Enfin, on en revient à la question de... D'infrastructures qui ont été abandonnées. C'est encore des rentrées d'argent. Vous voulez que je vous explique, là, sur la ligne Limoges-Ussel, on a créé une gare à... c'est pas loin de chez vous, en Corrèze. Et cette gare, elle était faite pour transporter le bois. C'est la gare centrale. À Buja. Voilà. Toute neuve. On a investi dans une gare toute neuve pour faire le ferroutage, pour que les bois ronds, c'est-à-dire les fûts, là, puissent charger là et transporter directement dans les usines d'exploitation du bois. Elle a servi pour un seul voyage, cette voie. Et la paille pendant la sécheresse, une fois. Et là, vous allez la voir, la gare, là, elle est entourée de ronces, aujourd'hui. Elle n'a jamais servi. Ça, c'est de l'argent public. Mais ça, c'est de l'argent public qu'on l'a gâché directement. Ça partait d'une bonne idée, sauf qu'on ne s'en sert pas. Voilà. Et on préfère voir les camions qui roulent, comme vous dites, vous avez raison là-dessus. Mais Monsieur le Président, il a même mis l'écart Macron. Oui. Voilà. Oui. Alors, il se dit écologique et on met mais en même temps, sur la route, il met l'écart Macron. Tout à fait. Pascal Coste, vous partagez les revendications des Gilets jaunes? Mais les revendications, on les fait. Le seul sujet, c'est qu'il va falloir faire les Gilets jaunes sur le plan européen. Et je pense d'ailleurs que les Gilets jaunes devraient se structurer pour ces élections-là. Parce que ça serait d'abord les arroseurs arrosés de toutes les extrêmes qui essaient de profiter de la situation et de les instrumentaliser. Donc je pense que ça serait assez drôle en la matière. Et qu'à un moment, la France... elle est aussi dans un ensemble beaucoup plus vaste et que ce qui peut paraître une bonne idée en France, peut être remis en cause par ce qui se fait autour. Donc c'est très très important qu'on puisse aller plus loin. Moi, je voudrais revenir sur les aspects d'aménagement du territoire, parce qu'on vient de dire, voilà, il faut faire en sorte que dans les milieux ruraux, on puisse continuer à garder des gares, à garder des services sociaux, de garder l'ensemble des services. Et, ok, pas besoin de parler de rentabilité. Sauf que si on veut véritablement faire une transition écologique, il faut changer les préceptes auprès des technocrates qui font l'écologie. Et je le dis, y compris au parti ELV et les Verts, qui n'ont jamais eu de position qui n'ont jamais eu de proposition très précise sur le sujet. Et ce sont les mêmes technocrates que l'on retrouve. Je siège au Conseil national de la transition écologique. Et je vois les technocrates de l'écologie qui ne sont pas des aménageurs du territoire. Ils sont là pour faire en sorte qu'on métropolise encore plus. Vous plaisantez. On métropolise. On construise la ville sur la ville. Monsieur, on fasse des plans vélos. On fasse des plans tramway. Eh bien, le tramway en Limousin, c'est quoi? C'est la ligne qui permet de faire Limoges à Ussel. C'est celle qui permet de faire Brive à Bordeaux. C'est celle qui permet de faire en sorte que la gare de Buja puisse fonctionner. Bon, et moi, ce que je propose... Pascal Coste, on vous laisse terminer et on donne la parole à Jean-Louis Pagès. Non, mais parce qu'on peut parler. Enfin, à un moment, il faut avoir des propositions concrètes. Et moi, j'ai des propositions concrètes à faire. Qui sont ? Notamment en termes d'aménagement du territoire, c'est de mettre dès demain,
des quotas d'eau et d'énergie à l'ensemble des métropoles. Parce que vous construisez 30 000 logements par an supplémentaires à Bordeaux, personne ne se soucie de savoir si on va chercher l'eau dans les nappes de l'Éocène ou ainsi de suite, et qu'on pose des problèmes. Si demain on remet des quotas d'eau et d'énergie sur d'autres territoires, qu'on les ramène, c'est pas la théorie de ruissellement de M. Macron, qu'on les ramène dans nos territoires ruraux, vers Angoulême, vers Ussel et ainsi de suite, les entreprises pourront s'installer là. Qui dira de l'emploi et dira derrière du covoiturage, dira derrière des services publics qui vivent. On va laisser Jean-Louis Pagès répondre et après on donnera la parole aussi à nos gilets jaunes. Voilà, oui, je ne connais pas ces technocrates dont vous parlez. Ce que je sais simplement, moi, c'est mon expérience personnelle. Pour Limoges, où j'ai été élu, écoutez, le grand combat que nous avons mené, c'était des combats pour essayer d'empêcher qu'on installe des grandes surfaces autour de la ville, parce que ça détruit le tissu des bourgs dans toute la région. On s'est battu pour éviter d'essayer d'artificialiser et d'étendre de façon déraisonnable la ville, parce qu'effectivement, ça induit des transports, parce qu'en face, on ne met pas les types de transports collectifs corrects. Alors, je ne sais pas, où est-ce que vous avez vu que les écologistes veulent détruire l'environnement? Oui, donc on ne peut plus construire dans les villes un peu plus loin, parce qu'il faut tout faire à Limoges. Bah, écoutez, l'étalement urbain, vous parlez de Bordeaux, ce qui est en train de tuer Bordeaux. Pierre Bufferville, si vous faites tout à Limoges, comment vous faites que Pierre Bufferville, si vous mettez tout à Limoges, comment Chambéreux peut vivre si vous mettez tout à Brive ou tout à Limoges? C'est ce que vous proposez, la métropolisation de la France. Alors on va donner la parole à nos gilets jaunes, Valérie et Yvon. Vous avez effectivement des choses à répondre à nos élus. J'écoute bien les élus. Ça fait 40 ans qu'on dit Yaka Faucon. Ils ont été au pouvoir. La plupart, ils ont été décisionnaires peut-être pas vous, mais il y en a d'autres. Et quand vous avez des idées, il faut aussi les mettre en application. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, les idées, c'est bien, mais on veut du concret. C'est-à-dire qu'on veut que ça bouge. On veut, et on aura, j'espère, par notre persévérance de combat, on aura des choses qui vont bouger. C'est malheureux à dire, on est apolitique à syndicat, mais en quelque part, il va falloir qu'on nous écoute, le peuple. Et quand je dis le peuple, il veut aujourd'hui une justice sociale, une justice financière, et pas de l'argent gaspillé, comme vous avez dit tout à l'heure, sur différents thèmes. De la justice sociale, pas des malheureux, pas des très riches. Recréer une classe moyenne. Eh bien, on fait comment? On va chercher l'argent chez les très riches. Elle y est, la classe moyenne. C'est comment Elle n'y est pas, la classe moyenne. Elle n'y est plus aujourd'hui. C'est celle qui paye aujourd'hui. Eh bien, non, mais elle n'y est plus. On est en train de l'assommer. Elle est en train, je pense, disparaître. Voilà. Et l'argent, il y a de l'argent en France. Il faut aller le chercher. Il ne faut pas avoir honte. Je ne sais pas quelles sont les liaisons de M. Macron aujourd'hui avec le CAC 40 et les personnes qui l'ont soutenu dans sa campagne électorale. Mais aujourd'hui, il y a de l'argent. Et quand je dis il y a de l'argent, on va le chercher. Il y a l'évasion fiscale, il y a l'ISF à remettre en place. Thierry Musette voulait réagir. Je suis complètement d'accord, parce qu'il y a une réalité en France, c'est que les riches sont toujours de plus en plus riches. C'est ça. Et les pauvres sont toujours de plus en plus pauvres. Il faut recréer cette classe moyenne. Cet écart qui se creuse de plus en plus. Moi, les annonces qu'a fait Emmanuel Macron, elles ne sont pas du tout dans le sens du progrès social, pas du tout. On fait des effets d'annonce sur des choses qui étaient déjà programmées ou prévues. On ne donne rien du tout au SMIC. En même temps, revenir sur 100 euros, c'est zéro. Revenir sur la hausse de la CSG pour les retraités qui ont moins de 1 000 euros. Yvon, parce que vous qui êtes retraité, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour vous? Ça a été une bonne nouvelle, mais la nouvelle aurait été encore meilleure. Si on n'avait pas du tout. S'il n'y en avait pas du tout, d'une part. Oui. Si l'indexation de la retraite était sur le coût de la vie. Voilà, s'il y avait un relevé de la base de la retraite. Ça fait des années que les rats de la retraite. 1 200 euros, quand on a travaillé toute sa vie et qu'on arrive enfin en retraite pour avoir quelques plaisirs, il ne faut pas s'écarter. Sachant que ceux qui travaillent n'ont pas forcément 1 200 euros. Donc il faut aussi remettre tout ça en perspective. C'est pour ça qu'à un moment, il faut se mettre autour d'une table, mener pendant 3 mois ce débat citoyen pour permettre véritablement aux citoyens de structurer sa pensée. Parce que de dire il faut de la justice sociale, on est tous d'accord. Mais dans le comment, eh bien déjà, entre les Gilets jaunes, on n'est pas d'accord. À l'intérieur même d'un parti, on n'est pas d'accord. À l'intérieur même d'un village, on n'est pas d'accord. Donc à un moment... C'est ce qui fait qu'on construit, si on n'est pas d'accord. C'est ce qui fait la démocratie aussi. Ah mais moi, j'ai pas de problème. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Alors justement, je repose la question à Valérie Batias. Est-ce qu'il n'y a pas une structuration de votre mouvement? Peut-être changer vos modes d'action? Peut-être porter aussi un mouvement qui devienne politique? Ah non. Mais ça, forcément. La politique, c'est la vie de la cité, donc on sera obligé de nous. C'est de la politique. Je peux parler, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous avez fait que ça depuis tout à l'heure. Oui, effectivement, il va falloir structurer les choses. Après, non, je confirme encore, ça part d'un mouvement citoyen et apolitique. Il va falloir
construire les choses, effectivement. Après, vous parliez de trouver de l'argent. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Hein. Moi, vous enlevez certains avantages qu'on a à continuer à payer les anciens présidents de la République, les avantages qu'ils ont là-haut entre chauffeurs, coiffeurs. Moi, je vais vous en trouver de l'argent, il n'y a pas de problème. Hein. Ça fera déjà un bon symbolique, mais ça suffira pas quand même. Alors, on a beaucoup d'internautes qui parlent du référendum d'initiative citoyenne. Ce serait une bonne solution pour vous ? C'est une bonne solution. Il faut que le peuple, c'est le peuple qui a mis en place ces gilets jaunes. Il faut que le peuple se mobilise pour justement sortir de cette crise qui est insoutenable. Il faut que le peuple se réunisse, aille à l'urne avec son bulletin de vote et sur un projet de référendum sur lequel le thème le principal sera la justice sociale et la justice financière. Il faut qu'ils s'unissent déjà. Moi, je suis assez d'accord sur l'histoire du référendum. Mais quand on dit qu'il faut que le peuple décide, quand on voit aujourd'hui, chaque fois qu'il est consulté, qu'il y en a de moins en moins qui votent, et que c'est le vrai peuple, c'est-à-dire les masses populaires aujourd'hui qui ne votent pas. Et c'est ça qui me tracasse le plus. Et je parle de technostructure parce que c'est la technostructure qui gouverne. Et le peuple, aujourd'hui, au-delà du gilet jaune, s'il veut véritablement s'exprimer, c'est dès les prochaines échéances, il faut arriver à 80-90% de participation. Et moi, j'appelle l'ensemble des ouvriers de la masse populaire d'aller voter massivement. Ils votent pour qui ils veulent. Mais aujourd'hui, le peuple, il revendique le droit de parole, mais il ne le porte pas chaque fois qu'il en a l'occasion. Monsieur le Président, le droit de vote déjà du peuple, il est pipé au départ. On ne compte pas les bulletins blancs. Mais il faut compter le vote blanc. Vous en parlez à chaque fois. Moi, je l'ai dit ici. Vous en parlez à chaque fois, les élus, jamais vous l'appliquez. Il faut l'appliquer. C'est ce que nous demandons, nous les écologistes. Ben oui, bien sûr, mais jamais c'est appliqué. Moi, je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord, mais en attendant, c'est des actes qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut que ces bulletins blancs soient comptabilisés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il n'y a pas une tête politique qui plaît au peuple, le bulletin blanc remettra en question toutes ces têtes. Ça veut dire qu'on veut des nouvelles têtes qui soient efficaces et qui fassent directement des choses. Alors pour avancer, c'est pas un problème de tête. Le problème, justement, vous allez avoir un problème. C'est un problème politique que vous allez affronter. C'est qu'à partir du moment même où vous voulez monter un référendum d'initiative populaire, et ce qui est très bien parce que moi c'est aussi ça fait partie des programmes des écologistes, il faut que vous le formuliez. Donc en fait que vous ayez un projet de société à proposer. Mais avoir un projet de société, y compris... il faut qu'on se structure. Ça veut dire... Et il faut qu'on devienne... C'est structuré de façon politique. Un mouvement... Alors pour avancer dans le débat, je voudrais qu'on parle d'un enjeu très concret aussi, celui de l'habitat et de l'isolation notamment. Alors fin novembre, notre Premier ministre a annoncé tout un tas de mesures et notamment l'idée de faire disparaître dans les 10 ans à venir le chauffage au fioul. Alors comment est perçue cette annonce en Limousin ? Quelques éléments de réponse avec Cécile Descubes et Noël Vaille. Alors là, c'est une vraie... Christian est VRP, il roule au gasoil. En plus, dans sa grande maison, pour alimenter ses 16 radiateurs, il a fait installer il y a 3 ans une nouvelle chaudière à fioul plus performante. Coût, selon lui, 25 à 30 000 euros. Or, le Premier ministre vient d'annoncer qu'il ne veut plus de chaudière à fioul d'ici 10 ans. Christian est très en colère. Une chaudière comme ça, ce n'est pas donné, d'une part. Elle est neuve. Je comprends ça, je trouve ça inadmissible. C'est vraiment ridicule, c'est honteux, c'est lamentable. Je dis bien lamentable. En Nouvelle-Aquitaine, le chauffage des particuliers, c'est 29% de la consommation d'énergie et les déplacements, c'est 19%. Les produits pétroliers sont employés pour couvrir 41% de nos besoins énergétiques. Alors, il faut faire des efforts. Richard, patron d'un hôtel-restaurant, paye 20 000 euros de fioul par an. Changer sa chaudière, il veut bien, mais plus tard. Il faut être positif. Si c'est pour changer, pour faire mieux, c'est bien. On le fera quand ça sera obligatoire, oui. Quant à Lionel, il est marchand de fioul. Il a 5 à 6 000 clients autour de Limoges, 4 salariés et 6 camions. Comme celui-ci qu'il a payé 200 000 euros. Plus de chaudière à fioul d'ici 10 ans, c'est la mort annoncée de son entreprise. On a fait des investissements, vous voyez le camion là, il date de 2017, il a 1 an et quelques. Je ne sais pas, franchement, ça serait aujourd'hui, je ne sais pas si je le referai.
Alors, Jean Mouzat nous a rejoint. Bonsoir, bonjour. Jean, vous êtes maire de Chantex, commune rurale de la Corrèze. Vous êtes également agriculteur vous-même et président du syndicat agricole, le MODEF. Je voudrais vous faire réagir à ce reportage. J'imagine que beaucoup de vos administrés sont chauffés au fioul. C'est une vraie problématique ? Beaucoup de nos administrés, beaucoup trop sans doute, mais ils avaient, comme beaucoup de Français, de citoyens français, s'étaient embarqués dans ce schéma de chauffage unique au fioul parce qu'il y avait certaines facilités n'ayant pas le gaz facilement distribué. C'était beaucoup plus simple. Mais aujourd'hui, véritablement, le problème est complètement posé. Il faut trouver une autre source d'énergie. Et en Corrèze et en Limousin, dans notre grande région, Nouvelle-Aquitaine, on a d'autres sources d'énergie disponibles pour permettre de chauffer nos logements. Notamment le bois, j'imagine. Principalement, essentiellement le bois, j'allais dire. Parce qu'il y a des choses intéressantes à faire. Alors, j'allais dire entretenir la forêt. J'allais dire entretenir et préserver notre voirie. Il faut exploiter le bois dans des bonnes conditions. On est capable de rationaliser l'exploitation du bois aujourd'hui. Ici et là, je pense à la communauté d'agglomération de Tulle qui a beaucoup réfléchi au sujet. On va essayer de mettre de ci, de là des réseaux de chaleur. C'est quelque chose qui est très, très intéressant. D'abord, Yvon Pasquier. Oui, monsieur le maire, j'écoute ce que vous dites, c'est très intéressant. Et nous, Gilets jaunes, on a des propositions, notamment sur ce que monsieur Macron a dit au niveau des chaudières à remplacer dans les 10 ans. Nous, on propose de les remplacer jusqu'à la vétusté de la chaudière. De lisser, c'est impossible de remplacer une chaudière. Si monsieur Macron peut le faire, il a sûrement les finances pour le faire. Mais le pauvre citoyen n'a pas les finances pour le faire, y compris les véhicules. On ne peut pas mener de front les véhicules à changer et les chaudières. On demande à lisser sur les années jusqu'à expiration de l'appareil ces chaudières-là. Je voudrais rebondir sur les énergies à consommer pour le chauffage. Moi, j'ai des idées, les Gilets jaunes ont des idées, qui sont, je vais vous les évoquer, qui sont de mettre pour les communes qui ont le gaz de ville, on va appeler le gaz de ville. Ce sont des canalisations sous pression. Il suffit de mettre simplement des turbines au moment où il y a la décompression, et ça fait des réseaux qui sont mutualisés pour avoir de l'électricité. On n'a pas d'éoliennes, bien sûr, ça rapporte à personne. Ça, c'est clair. Ça rapporte à personne. C'est sous terre, ça se voit pas, mais c'est efficace. On peut faire la même chose avec les canalisations d'eau potable. Quand elles sont en pression, et dès qu'il y a la dépression, il y a une turbine qui tourne. On peut mailler tous ces réseaux, tout l'échelon français. Ce sont des choses qui sont peu coûteuses pour des communes. Bon, il y a un coût, mais qui rapportent rien à personne, ni à Total, ni à ces gros qui ont des éoliennes ou des barrages, etc. Voilà pourquoi on ne veut pas entendre parler de ça. Et tout ça, c'est tout simple. Et ce sont des choses naturelles et non polluantes. Il y a encore beaucoup moins polluants. Plutôt que de penser qu'on va remplacer un mode de chauffage par un autre, la première chose, c'est d'isoler les 300 000 passoires thermiques que nous avons en Nouvelle-Aquitaine. Et en plus, soit en passant, c'est toujours les mêmes qui ont les pires maisons en termes d'isolation, les pires logements. Donc la première chose, parce que dans cette affaire, on ne pense qu'à remplacer une chose par une autre, en pensant que, en fait, on veut bien tout changer, mais rien ne change. On dit pas de voiture avec de l'essence, on va mettre des voitures électriques. On dit on va remplacer le fioul par autre chose. Non, le problème, c'est, je vous rappelle que nous sommes à une urgence climatique très grave. Donc là, il ne s'agit plus de remplacer les modes de chauffage. Il faut absolument être non seulement sobre, mais là encore plus loin. Objectif 2050, c'est un équilibre dans l'émission de gaz à effet de serre. C'est colossal. Et c'est la survie de l'humanité qui est en jeu. Donc, quand j'entends parler qu'on va mettre du gaz à la place du fioul, écoutez, il vaut mieux qu'on garde le fioul et que, surtout, on isole. C'est pas ce que j'ai dit, monsieur. C'est pas ce que j'ai dit. On utilise la canalisation de gaz qui est sous pression pour mettre une turbine au moment où il y a la décompression du gaz pour desservir le particulier. Et le gaz en pression fait tourner la turbine électrique pour donner de l'électricité. Et là, il n'y a pas d'éolienne, il n'y a pas de barrage hydraulique, il n'y a pas de centrale nucléaire, etc. Voilà. Et ce que je veux dire simplement, c'est que
La première chose, c'est l'économie d'énergie qui est vraiment le plus important. Y a-t-il suffisamment, Jean-Louis Pagès, d'incitations financières justement pour mieux isoler? Il y a des niches fiscales qui ont disparu, notamment pour les crédits d'impôt. Il y a des programmes régionaux comme Arte qui malheureusement... Alors, le problème, c'est qu'en fait, je dis à vos téléspectateurs, il y a des programmes d'isolation et d'aide régionale, mais malheureusement, on est très en dessous de nos objectifs parce que, pour une raison que j'ignore, c'est vrai qu'on s'excite plus sur le changement de la chaudière que sur le fait qu'on doit isoler sa maison et les gains sont colossaux. Je crois que là, il faut vraiment... On a des gros programmes en Corrèze sur le sujet avec Arte, justement, où l'agglomération de Tulle, par exemple, a passé à la radio un peu toutes les passoires, toute la ville pour avoir les passoires énergétiques, et où un gros travail va être fait dans le cadre des contrats de transition écologique. La difficulté... Mais on a supprimé les aides quand même aussi, au niveau de l'ADEME et au niveau des particuliers. Les taux zéro, on les a supprimés. Après, il fallait faire un bouquet de chantiers à la fois pour toucher l'aide. Bon, on y revient là-dessus. Si vous faites une isolation un jour, enfin une année, et par exemple de changer le double vitrage une autre année, c'est pris en compte. Avant, il fallait faire un bouquet d'isolation. Non, mais il y a un certain nombre de choses qui sont en cours. Il y a un changement de comportement énorme à avoir. Et le gros problème de la fiscalité écologique, c'est qu'en même temps, faire la transition et avoir la double peine de la taxe carbone et de la fiscalité écologique, c'est ce qui fait déborder le vase. Donc, à un moment, mettons les moyens sur les incitations à isoler, sur les choix prioritaires. Hein. Moi, je suis assez d'accord avec M. Pagès sur le sujet. Une fiscalité incitative plutôt que punitive ? Oui, voilà, et que véritablement on puisse aider les personnes qui ont les plus basses ressources, parce que celles-ci, même si on leur met 50 ou 60% d'aide, comment voulez-vous qu'elles trouvent les 40% qui restent? C'est ça la difficulté. Et le même problème pour les voitures électriques. Et les bailleurs sociaux, on a l'exemple, nous, aujourd'hui, les bailleurs sociaux. La mesure de Macron sur la baisse des APL, c'est certainement intéressant dans des grandes métropoles qui ont des surfaces immobilières et des loyers qui sont très élevés. Mais dans nos milieux ruraux où on a 340 € de loyer en moyenne, où il y a une précarité énergétique forte, lorsque vous enlevez 70 € à un bailleur social, eh bien, sur le loyer, eh bien, c'est pas une économie qu'on fait faire aux gilets jaunes et aux locataires. Pourquoi ? Parce que derrière, on n'a pas la capacité d'isoler le bâtiment, de faire en sorte que le coût loyer-charge baisse. Donc, ce sont des mauvais choix. Et c'est ce qu'on demande aussi dans le cadre de la transition écologique à M. Macron, c'est de revenir sur ce type de mesures, sur notamment les aspects sur les APL. Jean Mouzat, vous qui nous avez rejoint en cours de route, je voudrais quand même vous demander votre regard à vous, maire et aussi engagé syndical, puisque vous êtes président du syndicat agricole de Modève. Quel est votre regard sur le mouvement des Gilets jaunes ? Bien, je fais partie de ces gens qui, au départ, étaient un peu curieux de ce qu'allait devenir ce mouvement. Je me souviens de cette première mobilisation du 17 novembre où vous étiez regardé avec beaucoup de curiosité, mais on sentait qu'il y avait quand même un fond qui était capable de fédérer, puisque l'objectif poursuivi est noble. Et on a senti rapidement, pour être allé sur quelques ronds-points rencontrés, notamment les Gilets jaunes, on s'est bien rendu compte que là, la mayonnaise allait prendre, et pour en arriver au grand rassemblement qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je suis bien d'accord avec vous quand vous dites que vous n'avez pas obtenu satisfaction. Je crois que les propositions qui ont été faites par le président de la République sont bien en deçà de vos espérances. Et j'allais dire bien en deçà des capacités de notre pays à régler cette crise de misérabilisme qui s'est instaurée. 10 millions de Français vivent au-dessous du seuil de pauvreté. On ne peut pas être toujours trompé, monsieur le maire. Nous sommes, tout à fait, mais je suis d'accord avec vous. Nous sommes en France. Vous disiez, je ne fais pas de politique ni de syndicalisme. Moi, j'allais dire, j'ai la chance d'en faire de la politique et du syndicalisme depuis toujours, parce que à un moment donné, il faut bien s'engager dans la vie, porter des convictions. On a la chance les uns les autres de vivre dans cette belle République française. On n'a pas dit qu'on ne faisait pas de politique ni de syndicalisme. On a dit que le mouvement des Gilets jaunes était apolitique et asyndical. Voilà. Mais chacun pour soi, on a des idées politiques et on fait de la politique tous les jours, même avec le gilet jaune. Mais chacun pour soi. On a la chance de vivre dans ce beau pays avec ce formidable triptyque liberté, égalité, fraternité. Il faut se battre, il faut avoir ce débat républicain. Il y a des gens ici autour de cette table avec lesquels je me suis souvent frotté, frictionné,
Pourtant, on s'est toujours respecté, on a porté des idées différentes, mais on a essayé ensemble de faire avancer les choses. La France, c'est insupportable qu'en France, il y a 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et il y a des moyens, on a du fric, vous le disiez. Monsieur Macron s'était engagé la première année de son mandat, zéro SDF. Dans votre combat... Zéro SDF. Il faut se rappeler. Ouais. Moi, je m'en rappelle. Dans votre combat, il y a les grands oubliés, quand même, me semble-t-il, dans toutes ces revendications portées, qu'on parlait d'aménagement du territoire. Les commerçants, les artisans... voilà quoi. Aujourd'hui, ils sont en train de crever. Alors non pas à cause du mouvement des Gilets jaunes, mais parce que les modes de consommation ont tellement évolué qu'on part sur le net, on achète, on va faire ses courses dans la périphérie des villes, on passe des moitiés d'après-midi coincés dans sa bagnole et ça va bien à tout le monde. Non, la société ne peut plus se suffire de ça. Il faut réorganiser le commerce, il faut reprendre des habitudes de vie qui correspondent à nos besoins. Alors, Jean Mouzat, merci pour ce coup de gueule. Je voudrais juste, on touche bientôt à la fin de l'émission, je voudrais quand même qu'on puisse regarder ensemble et recentrer aussi le débat sur l'écologie. Samedi dernier, il y avait la marche pour le climat qui a rassemblé finalement quasiment autant de monde dans la rue que les Gilets jaunes. Près de 130 000 personnes selon l'ONG Alternativa partout en France, 1000 personnes à Limoges en marché pour le climat. Regardez ce reportage de Cécile Gauthier et Henri Simonet. Faire entendre la voix de l'écologie. Nous sommes en pleine COP24, mais le combat contre le réchauffement climatique semble masqué par la crise des gilets jaunes. Pourtant, dans le cortège, ils sont plusieurs à porter la fameuse chasuble. Aujourd'hui, vous êtes gilet jaune ou vous marchez pour le climat ? Je suis gilet jaune et je marche pour le climat. Le gilet jaune, c'est un symbole. Après, là, c'est le gilet, il est jaune et vert. Parce qu'on peut... C'est un tout, on ne peut pas changer la société si on continue à faire les désastres qu'on fait au niveau du climat. Le combat pour la transition énergétique est-il compatible avec les doléances des Gilets jaunes ? La réponse est donc oui, et les solutions sont politiques. Les taxes seront justes lorsqu'elles seront partagées équitablement. Effectivement, il faut taxer le carbone, mais il faut taxer le kérosène, il faut taxer le fioul lourd des navires, il faut aussi arriver à isoler les habitations. On a 2 800 000 passoires énergétiques en France. Donc en fait, la seule façon de régler le problème en justice sociale, c'est en fait de régler le problème écologique par une répartition juste des charges. La conférence sur le climat se poursuit jusqu'au 14 décembre en Pologne. Alors Valérie Batias, par exemple, est-ce que vous avez marché pour le climat samedi dernier ? Alors samedi dernier, non, parce que j'avais une action en faveur du secours populaire. Donc voilà, mais des membres de 87 Colère représentaient 87 Colère. On a vu qu'il y avait quelques gilets jaunes, effectivement. Les gilets jaunes en général, oui. Puisque 87 Colère, c'est gilets jaunes en général, étaient là, oui, effectivement, on tenait à le faire, parce que c'est un des combats aussi sur l'écologie qui est important, des revendications qui s'aiment, mais malheureusement... Je n'y étais pas, j'étais sur une autre action, mais on y tenait parce qu'on avait fait une émission ensemble avant et on avait parlé, on s'était engagé dessus parce que, je le redis, ça fait partie de nos revendications depuis un an. On tenait à être là présente parce qu'il faut assumer aussi les revendications. Quand on fait des revendications, il faut aller dans le même sens et suivre sa ligne de conduite. Donc oui, il y avait des gilets jaunes qui étaient là. Yvon Pasquier ? Oui, je voudrais réagir sur cette manifestation qui est au demeurant... très utile parce qu'il faut se montrer à un moment donné, mais je voudrais réagir par rapport aux agriculteurs. Les agriculteurs, on les taxe de polluer, etc., avec les désherbants, enfin vous connaissez l'histoire. Moi je dis que c'est pas là le problème, ils sont que des applicateurs ces gens-là. C'est des applicateurs, c'est les fabricants de ces produits qu'on devrait interdire. C'est la fabrication, c'est comme les véhicules qu'on nous met dans les mains qui sont polluants. C'est les fabricants de véhicules qu'il faut voir. C'est pas l'utilisateur de l'appareil. Et on taxe l'utilisateur, mais on taxe pas du tout, et on ne revendique rien sur les fabricants de ces produits-là. Voilà. Alors attendez, je voudrais quand même présenter, on a une nouvelle intervenante, Julie Floriani, bonsoir, merci d'être parmi nous ce soir. On va terminer quand même avec vous et avec quelques notes aussi peut-être d'espoir, puisque on vous invitait, vous êtes Limojaude, et vous essayez de vivre selon le précepte de Pierre Rabhi, à savoir la sobriété heureuse. C'est-à-dire que vous essayez de mettre en pratique vivre mieux avec moins finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce principe-là ? Oui, tout à fait. Alors du coup, au-delà des débats politiques, nous, en tant que citoyens, donc mon conjoint et moi-même, essayons de vivre selon des préceptes
où on se pose comme des consommateurs. Donc en tant que consommateur, nous on est vraiment acteurs, on vote par le biais de notre consommation, c'est-à-dire que quand on vit au quotidien, on essaye d'aller chez le commerçant local, d'aller au centre-ville de Limoges, même si maintenant tout est payant pour se garer, on fait l'effort d'aller au centre-ville, d'acheter chez les petits commerçants, de ne pas aller en périphérie de la ville, là où c'est gratuit et c'est facile d'acheter quoi que ce soit. Ce qu'on essaye aussi de faire, c'est à l'intérieur de notre maison, même si pour le moment nous sommes locataires, de vivre mieux avec des choses de meilleure qualité, mais peut-être avec moins de choses. C'est-à-dire qu'on va aller acheter nos produits bruts et non transformés en vrac, par exemple, dans des magasins comme la Biocoop, Day by Day Limoges, qui est une franchise qui permet d'acheter tout en vrac et d'amener vous-même vos bocaux ou vos petits sachets en papier pour pouvoir acheter la quantité dont vous avez besoin sans acheter des tonnes et des tonnes dans les grands supermarchés. Ce qu'on essaie de faire ensuite, c'est de réduire nos déchets, mais aussi de refuser l'entrée de nos déchets dans la maison, dans la salle de bain, dans la cuisine, dans le salon. Et on trouve de nombreuses alternatives sur Internet. On peut s'informer, par exemple, sur les réseaux sociaux et aussi en échangeant avec les communautés, aussi nos grands-parents, parce qu'en fait, on revient à des principes un petit peu à l'ancienne, mais qui étaient en fait du bon sens. Finalement, est-ce que c'est pas la voie de la sagesse, Julie, ce soir? Est-ce qu'on n'a pas tous à prendre de ça, de cette sobriété heureuse? Jean-Louis Pagès. Il me semble qu'elle témoigne d'une prise de conscience individuelle. Oui. Mais je veux dire une chose, dans une société, la prise de conscience individuelle va s'articuler sur le collectif par les liens. Et je pense que, d'ailleurs, quand vous parlez de votre grand-mère, etc., en fait, ce qu'il faut qu'on soit une société qui ressoute les liens, et c'est ça qui nous permettra de résister aux catastrophes à venir. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment fantastique chez les Gilets jaunes, je le dirais, d'abord, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, ce qui est une preuve de vitalité et d'intelligence. Hein. Et deuxièmement, c'est une capacité à nouer des liens, à montrer qu'on est dans des communautés, parce que je pense que ce qui peut nous sauver en face des catastrophes climatiques qui vont se produire, c'est qu'on a réussi à faire des liens. Et la société productiviste et marchande, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye de casser des liens pour qu'on ne soit plus que des consommateurs qui achetons des services et qui en vendons. Et ce que dit Julie aussi, c'est consommer mieux également. Oui, ça, c'est une vraie leçon. Du coup, on peut acheter des produits qui ne sont pas forcément bio à des producteurs locaux, mais qui viennent de 5-10 km maximum. Voilà, on crée du lien social. Et ce que je vois aussi dans la marche pour le climat, notamment à Limoges, c'est qu'on a vraiment tous les âges. On a des parents qui viennent avec leurs enfants, des personnes âgées, des jeunes, des moins jeunes. On a vraiment de tout et tout le monde se mobilise en fait sur ce sujet. Jean Mouzat, je vous vois acquiescer. Vous qui êtes producteur, agriculteur aussi, vous vous battez pour ça, pour notamment les produits locaux? Bien évidemment, et je me félicite que cette jeune dame soit dans cette démarche de consommation de qualité et de proximité. Voilà, pour supprimer des problématiques de transport. Est-ce que vous faites un jardin? Oui. Voilà. Il faut aller vers ce mode dans le jardin, on a un petit potager, alors nous dans notre petit jardin, dans bien sûr, mais peu importe. Mais on fait au mieux. Voilà. Rabi, le premier acte révolutionnaire d'un écologiste, c'est de faire son jardin. Oui. À tous les citoyens, faites un petit bout de jardin. Et ne serait-ce qu'en termes de fierté personnelle. D'une part, et ça vous videra la tête. Oui. Et vous ne serez pas sur une console toute la journée. Jean Mouzat. Les agriculteurs, vous y faisiez allusion tout à l'heure, ce sont des acteurs économiques qui ont pris conscience de ces grosses problématiques de pollution, de mieux vivre sur ces territoires et de présence importante sur ces territoires. Je crois qu'il faut mais ce débat mériterait d'être prolongé. On parlerait sans s'ennuyer 2 heures durant encore. Au moins, parce que véritablement, il y a des enjeux qui sont importants. Vous avez raison de porter ces revendications. Mais on veut des actes, monsieur. Mais voilà, on veut des actes. On en parle depuis des années. On y est prêt. Mais les actes, il faut s'en donner les moyens. Mais on va lui donner les moyens. Il faut aller voter aux prochaines élections. Bien sûr. Il faut que les gens se bougent. Absolument. Voilà. Moi, je suis... c'est la voie démocratique. C'est la voie démocratique. Il ne faut pas y déroger. Oui. Il faut éviter. Mais il ne faut pas qu'elle soit piquée depuis le départ, comme je le disais. Je voudrais laisser, alors c'est la fin de l'émission, je voudrais laisser la parole peut-être, le mot de fin à Valérie Batias. Vous pourrez peut-être dire aussi un petit mot de fin les uns les autres. Valérie, un petit mot pour conclure. Vous me prenez de court. Un petit mot de l'émission en général, du mouvement, de tout. De ce que vous voulez. Ce que je veux,
Ce que j'en retiens, c'est d'agréables rencontres ou des re-rencontres, je dirais. Je suis agréablement surprise, et je vais le redire peut-être quitte à, avec votre action d'hier, de ne pas y être allé, franchement. Parce qu'on nous étions... Oui, c'est une... Non, je tenais... C'est mon mot de fin, donc voilà, j'en profite. Et je pense qu'il faut qu'on continue à travailler, je pense ensemble, tous ensemble, et qu'on arrête toute cette guéguerre et qu'on s'écoute tous. Et parce qu'on a tous de bonnes idées, en parlant comme on a fait pendant 1 heure, on a réussi à s'écouter sans se rentrer dedans. Et en fin de compte, on passe la même chose, mais c'est juste un problème de communication. Et je pense que tous ensemble, et c'est le mouvement des Gilets jaunes, c'est tous unis. Donc regardez, on fait tous partie de mondes différents, de façons de vivre différentes. On s'est pas pris la tête, on a avancé, on arrive à parler, on a forcément le même fond, mais sur la forme, il faut que tous unis, quoi. Voilà, à partir de ce soir, on y va, quoi, on continue. Voilà, c'est ça mon mot de fin, quoi. Merci beaucoup Valérie, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Thierry Musette et à Pascal Cos qui ont quitté en cours de route pour vous laisser la place aussi autour de la table. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission, qui sont en régie et sur le plateau. Et bien sûr, merci aussi à ceux qui animent les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Twitter. Belle fin de soirée en tout cas à tous sur Noah. À très bientôt.